Bonjour, je me nomme Annick Tienda. Je suis consultante et formatrice, directrice d'un organisme de formation qui enseigne les langues à visée professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment lever les blocages qui vous empêchent de devenir opérationnel en anglais dans votre environnement professionnel. Je vais aussi vous révéler comment, en seulement 20 minutes par jour, vous pouvez stocker une dizaine de mots et expressions en anglais en lien avec votre environnement professionnel. Vous pensez que cela n'est pas possible? Je vais vous montrer que oui, en identifiant votre profil d'apprentissage et en vous dévoilant des techniques de mémorisation que vous pouvez utiliser pour y arriver. Je vais aussi vous dévoiler 3 secrets. Le premier secret, c'est un programme d'accompagnement qui va vous aider à surmonter les obstacles que vous rencontrez à parler couramment anglais dans votre lieu de travail et dans votre environnement professionnel. Dans le deuxième secret, je vais vous montrer comment mettre en place une routine et des techniques de mémorisation qui vous permettront de stocker une dizaine de mots, de vocabulaire, mais aussi de grammaire en lien avec votre environnement professionnel. Et dans le troisième secret, je vais vous donner accès à des ressources qui sont adaptées à vos besoins spécifiques, notamment votre profil d'apprentissage, mais aussi des techniques d'anglais conversationnel qui vous permettront de briller en entreprise. Mais ce n'est pas tout. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir cette présentation avec de nombreux bonus sous forme de livre blanc. Mais avant cela, à qui est destinée cette vidéo? Regardez. Cette vidéo est destinée à des professionnels et des entrepreneurs francophones qui souhaitent devenir opérationnels en anglais des affaires afin de faire évoluer leur carrière, changer de métier, travailler à l'international. Pour les entrepreneurs, ils souhaitent développer leur chiffre d'affaires, gagner en compétitivité. Et dans les deux cas, gagner plus d'argent. Ça veut dire quoi exactement, je veux être fluent? Dans mon activité, je rencontre beaucoup de professionnels et d'entrepreneurs qui souhaitent devenir fluent en anglais dans leur environnement professionnel. Ça veut dire quoi? Nous allons commencer par définir ce que c'est que l'anglais des affaires. L'anglais des affaires ou business English, c'est un mélange entre l'acquisition de contenus spécifiques et des compétences de communication en entreprise. L'apprenant donc acquiert du vocabulaire qui est spécialisé, qui est lié au métier et au secteur d'activité dans lequel il se trouve, ainsi que des compétences de communication qui sont nécessaires dans son activité de tous les jours. Par exemple, on peut avoir des appels téléphoniques, on peut avoir des réunions, on peut avoir des prospections commerciales, on peut avoir des présentations. Prenons l'exemple d'une directrice des ressources humaines qui travaille dans le secteur du transport et de la logistique. Cette personne n'est opérationnelle en anglais des affaires que si elle utilise couramment le jargon de son métier, qui est la gestion des ressources humaines, le jargon de son poste de manager et celui de son secteur d'activité qui est le transport et la logistique. Ceci est bien évidemment valable pour un entrepreneur dans le secteur du web marketing ou alors de la mode. Techniquement, quand on me dit je veux être fluent, ça veut dire je veux être opérationnel. Mais c'est quoi être opérationnel? Selon le CECRL, qui est le cadre européen de référence pour les langues, en fait, c'est un document qui a été publié par le Conseil de l'Europe en 2001 et ce document définit des niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction de certains savoir-faire dans différents domaines de compétences. Selon ce CECRL, il y a 3 niveaux généraux en anglais, subdivisés en 6 niveaux communs, que voici. Le premier niveau, c'est le niveau A. Ensuite, on a un niveau utilisateur indépendant qui est le niveau B et un niveau C qui est le niveau utilisateur expérimenté. À ce niveau-là, on n'a plus vraiment besoin de cours d'anglais en tant que tel, à part dans le cas où on voudrait se perfectionner en anglais. Alors, nous, on a dit on veut être fluent, ça veut dire qu'on veut être opérationnel.
Et dans ce cadre-là, si on veut être opérationnel, il faut atteindre ce niveau B2, qui est le niveau dit avancé ou indépendant, qui peut aussi être considéré comme étant le niveau opérationnel. Donc le niveau B2, c'est le niveau cible. Comment donc atteindre ce niveau? Vous atteignez ce niveau grâce aux tests de langue, les tests internationaux comme le test TOEIC ou le test LinguaSkill. Le test TOEIC, par exemple, une fois que vous avez 785 points sur 990, vous êtes dit indépendant ou opérationnel. Vous avez atteint le niveau B2. Pour le test LinguaSkill, il faut atteindre 160 points sur 200, ou plus exactement sur 180 et plus, pour être dit opérationnel en anglais. Donc il faut passer un test. À ce niveau donc, qu'êtes-vous capable de faire? Vous êtes capable de communiquer avec aisance sur une grande variété de sujets en lien avec votre environnement professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous exprimer et justifier de votre opinion de façon détaillée et précise en réunion ou lors de négociations. Ça veut dire que vous pouvez comprendre l'essentiel des réunions avec des anglo-saxons. Ça veut dire que vous pouvez présenter un produit ou des services à des personnes anglo-saxonnes en utilisant le jargon approprié. Pourquoi devenir opérationnel? Fluent, donc atteindre ce niveau B2 en anglais dans votre environnement professionnel, vous semble-t-il tellement insurmontable? La première raison, il vous manque les bases en vocabulaire et en grammaire qui soient liées à l'anglais des affaires. Tout simplement parce que vous pensez anglais général d'abord. Rappelons-nous l'exemple que nous avons donné à propos de la DRH qui travaille dans le secteur du transport et de la logistique. Elle ne sera opérationnelle que si elle parle un anglais courant dans le secteur de son activité professionnelle, c'est-à-dire celui de son métier qui est la gestion des ressources humaines, celui de son poste managérial et celui de son secteur d'activité qui est le transport et la logistique. Alors à la question qu'on se pose souvent de savoir « Where is Brian? Brian is in the kitchen. I am sorry, but Brian is in the kitchen does not help here. Brian is in the kitchen ne vous aide pas dans ce cas-ci. » Et parce que la plupart du temps les gens restent concentrés sur l'anglais général, il enregistre des conséquences. Vous avez sûrement des notions de grammaire, de vocabulaire qui ont été acquises au fil des années. Mais ces notions sont en décalage avec votre environnement professionnel. Par conséquent, vous ne connaissez pas votre jargon professionnel. Vous avez d'énormes difficultés de communication avec vos partenaires, vos collègues anglo-saxons. En tant qu'entrepreneur, vous perdez des opportunités d'affaires. Et en tant que salarié, vous stagnez sur le plan professionnel. Vous avez aussi peut-être essayé de créer une routine, mais vous n'arrivez pas à la maintenir. Par conséquent, vous ne pratiquez pas régulièrement l'anglais dans votre environnement professionnel. En anglais, on dit « practice makes perfect ». Ça veut dire « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Parce que vous n'arrivez pas à maintenir cette routine, vous êtes démotivé. Vous pensez que vous n'y arriverez jamais. En tant que salarié, vous mettez une croix sur cette promotion de cadre qui pourtant vous tendait les bras. Et en tant que entrepreneur, vous délaissez la prospection sur le marché anglo-saxon qui pourtant est un marché absolument colossal. Et pour finir, la troisième difficulté que vous rencontrez, cet ami que nous avons tous en commun la plupart du temps, c'est la peur. Vous avez peur. Vous avez peur de faire des fautes, d'être jugé négativement. Vous avez peur du regard et du jugement de vos collaborateurs. Il y a une expression anglophone qui dit « do it afraid ». Faites-le quand même. La conséquence de cette peur, c'est que les mots se brouillent dans votre cerveau. Vous avez l'impression que votre collaborateur vous sous-estime, il sous-estime vos compétences, alors que cela n'a absolument rien à voir avec votre niveau de langue, votre niveau en anglais, en l'occurrence. Vous vous mettez en retrait et vous déléguez à des collègues, souvent moins qualifiés que vous, mais qui communiquent mieux en anglais. Vous ressentez énormément de stress face à des collègues ou à des clients anglo-saxons. Tous ces obstacles, les problèmes que nous venons d'énumérer, créent de la frustration et une perte de confiance en vous sur le plan professionnel, voire un sentiment d'échec qui peut se répercuter sur le plan personnel.
Afin de surmonter ces difficultés, voici quelques solutions que vous avez probablement essayées. La première solution, c'est que vous avez enchaîné les formations d'anglais. En fait, pour la plupart d'entre vous, cela fait plus de 10 ans que vous suivez des cours d'anglais. Mais vous ne parlez toujours pas couramment. Vous utilisez Google Translate pour rédiger vos emails. Vous n'osez pas intervenir en réunion parce que vous ne vous souvenez pas des règles de grammaire. Quel temps faut-il utiliser? Quelle préposition? Devrais-je dire must I must, should I, shall I, etc. Pourquoi est-ce que cette solution ne fonctionne pas? En effet, la plupart des formations d'anglais offertes sur le marché de la formation professionnelle restent trop généralistes ou académiques. Au bout de 10 ans d'anglais, vous connaissez sûrement les regular and irregular verbs, work, worked, worked, do, did, done, mais votre cerveau se brouille quand même quand il faut intervenir en réunion. Il y a même des organismes de formation qui estiment qu'il faut apprendre à parler comme un bébé. Cela est vrai dans le cas où votre objectif est de parler couramment dans la vie ordinaire. Si par contre vous souhaitez devenir opérationnel dans votre environnement professionnel, I am sorry, but brain is in the kitchen does not help. Cela ne vous sert pas à grand chose dans ce cas d'espèce. Ce que vous devriez faire, c'est de commencer par cibler le vocabulaire et la grammaire en lien avec votre métier et votre secteur d'activité. Reprenons l'exemple du DRH qui travaille dans le secteur du transport et de la logistique. Ce dernier ne deviendra opérationnel en anglais dans son environnement professionnel que quand son apprentissage sera ciblé sur le jargon de son métier, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, de son poste, c'est-à-dire celui de manager, et de son activité professionnelle et de son secteur d'activité, c'est-à-dire le transport et la logistique. Une autre solution que vous avez peut-être essayé, c'est de vous former de façon autonome, mais sans plus de résultats. En tant que salarié, vous n'avez pas atteint ce niveau B2 du CECRL qui vous permet de passer cadre ou de postuler à de nouvelles offres d'emploi. En tant qu'entrepreneur, vous n'arrivez toujours pas à pitcher votre produit face à un prospect anglo-saxon. Vous ne savez pas le faire. Et pourquoi cela? De nombreuses études ont montré qu'il est devenu essentiel aujourd'hui d'apprendre à apprendre à cause du flux d'informations que nous recevons à la minute. En effet, nous avons 5 sens principaux. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ces sens nous renvoient à des milliards d'informations chaque seconde. Chacun de ces sens est lié à un canal sensoriel qui peut être visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Nous allons nous concentrer sur les 3 principaux canaux, le visuel, l'auditif et le kinesthésique, parce que ceux-ci fournissent le type d'information qui s'ancre dans la majorité du temps dans notre mémoire, dans notre conscience. Chaque personne a donc tendance à privilégier un de ces 3 canaux sensoriels pour collecter des informations. Cela s'appelle le profil d'apprentissage. On peut aussi l'appeler le canal sensoriel principal ou le sens dominant. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, des profils d'apprentissage, il y en a 3 principaux. On a le profil visuel, le profil auditif, le profil kinesthésique. Ces 3 profils déterminent nos principaux canaux de mémorisation. Si votre profil est plus visuel, vous allez mieux mémoriser ce que vous voyez et vous remémorer les souvenirs de façon visuelle. Par exemple, lors d'une présentation professionnelle, les schémas, les graphiques et les illustrations vous permettront d'assimiler les informations le mieux et de les retenir plus facilement. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, le profil visuel mémorise le mieux avec le sens de la vue. Il mémorise plus facilement les images, les schémas, les photos, les personnes. Le profil auditif mémorise le mieux avec le sens de l'ouïe. Il retient aisément les sons, les bruits, bref, tout ce qu'il peut entendre. Pour se rappeler les choses, il est important de se les répéter plusieurs fois à haute voix. Cela fait partie aussi des techniques de mémorisation dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Se répéter les choses, se répéter les mots, se répéter les verbes, se répéter les phrases, les expressions
plusieurs fois à haute voix fait partie de ces techniques qui sont les plus utilisées pour les auditifs afin de retenir et de stocker l'information. Et enfin, le kinesthésique. Le kinesthésique mémorise le mieux avec les 3 autres sens que sont le toucher, l'odorat et le goût. Il associe souvenir, mémoire à des sensations. Par exemple, une odeur, une émotion, un goût, une atmosphère. Il est donc important pour vous d'identifier votre profil d'apprentissage parce que cela vous permettra d'améliorer votre façon d'apprendre et de mémoriser. Donc une fois ce sens dominant identifié, il faudrait mettre en place des modes d'apprentissage adaptés et des techniques de mémorisation, ce qu'on appelle aussi des repères mnémotechniques, qui vous permettront de mieux mémoriser. L'une de ces techniques de mémorisation s'appelle l'imagerie mentale. Si vous êtes kinesthésique, vous voyez pour la première fois le verbe to meet. Ce qu'il pourrait faire pour le mémoriser, c'est d'en chercher la définition, de la noter et d'associer ce verbe à un souvenir qu'il a. Plus la création d'associations visuelles, sonores, émotionnelles, olfactives est importante, plus il est certain qu'un mot ou une expression sera retenu. La 3e solution que vous auriez probablement essayé de trouver, ce serait des alternatives. Vous avez probablement essayé de déléguer les appels téléphoniques à des collègues plus opérationnels en anglais. Vous avez évité d'intervenir en réunion pour ne pas commettre d'erreurs. Vous vous cantonnez à l'écrit dans les échanges avec vos clients anglo-saxons et même à l'écrit. En général, vous utilisez Google Translate pour pouvoir traduire vos mails. Malgré cela, vous n'arrivez pas à vous débarrasser du malaise que vous ressentez. Et pourquoi cela ne fonctionne pas? Selon ce magazine Forbes de 2019, une maîtrise insuffisante de l'anglais est considérée comme un frein important au développement professionnel. Selon le site internet indicerh.net, certaines entreprises octroient 18% de primes en plus du salaire pour les employés qui parlent anglais. Ces salariés maîtrisant l'anglais ont plus de chances de se voir octroyer des missions à l'étranger. Selon un sondage Ipsos de 2020, 81% des sociétés sondées en France projettent recruter des employés bilingues dans les années qui viennent. Selon le site Cairn.info, 3 Français sur 10 disent avoir déjà renoncé à un emploi ou à une opportunité de promotion parce qu'ils ne parlent pas anglais au travail. Chez les moins de 35 ans, ce chiffre monte de 8 points, donc on est à 38%, soulignant ainsi la nécessité de parler anglais au moment d'entrer dans la vie active. Nous avons vu quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Nous avons vu quelles sont les solutions que vous avez essayé d'y apporter. Le vrai problème que vous rencontrez à devenir opérationnel en anglais des affaires ne réside pas dans le fait d'enchaîner des formations d'anglais, ni de vous former de façon autonome sans connaître votre profil d'apprentissage, ni même de contourner la difficulté en déléguant certaines de vos tâches à des collègues plus opérationnels que vous, ou en ayant recours à Google Translate pour rédiger vos emails. Le vrai problème réside d'abord dans le fait d'identifier votre profil d'apprentissage et ensuite d'aligner vos besoins en vocabulaire et en grammaire avec votre jargon professionnel. Le programme en 5 étapes que je vous présente vous aidera à identifier votre profil d'apprentissage afin de mettre en place une méthode de travail adaptée à ce profil et 3 techniques de mémorisation qui faciliteront votre capacité à stocker du vocabulaire et de la grammaire en lien avec votre environnement professionnel. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous devez absolument faire pour réussir à devenir opérationnel en anglais des affaires est de partir du spécifique, c'est-à-dire du jargon de votre milieu professionnel vers le général, et pas le contraire. En effet, la plupart du temps quand mes stagiaires me disent
Annick, je veux être fluent. I want to be fluent. Je leur réponds, est-ce que vous connaissez votre profil d'apprentissage? You want to be fluent, yes. Vous voulez être opérationnel, certes. Mais dans quel domaine? Pour quelle activité? Dans quel secteur d'activité? Vous devez mieux vous connaître et cibler votre apprentissage au lieu de le généraliser. I repeat again, Brian is in the kitchen does not help here. Why? Parce que, après plus de 10 ans d'apprentissage de l'anglais, par des formations répétées avec un formateur ou de façon autonome, soit vous en êtes au même point, soit vous n'avez pas évolué comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous n'êtes toujours pas fluent. Vous n'êtes toujours pas opérationnel. La stratégie donc la plus efficace est d'identifier votre profil d'apprentissage et de commencer par l'anglais spécifique à votre environnement professionnel. En procédant de cette façon, vous aurez un degré de motivation plus élevé, bien plus élevé, qui vous permettra de pratiquer régulièrement en vous créant une routine quotidienne. Vous pourrez ainsi retenir plus de 10 mots et expressions nouvelles en 15 à 20 minutes par jour. Vous aurez plus d'assurance à engager une conversation avec un prospect, un partenaire, un client anglo-saxon. Vous allez doubler en tant qu'entrepreneur au moins votre chiffre d'affaires. Vous allez faire décoller votre carrière en tant que salarié. Vous allez gagner plus d'argent, nous l'avons dit, 18% en moyenne. Vous allez enfin regagner confiance en vous. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, avec ce programme, c'est que vous pourrez devenir opérationnel en moins de 6 mois avec un niveau B2 à la clé. Avant de vous détailler comment vous allez pouvoir mettre cette stratégie en place, j'aimerais vous expliquer comment je suis arrivée à ce constat et qui je suis. Je suis née dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Cameroun. C'est un pays bilingue dans lequel on parle à la fois le français et l'anglais. Jusqu'à mon baccalauréat, j'ai habité dans la partie francophone du Cameroun. Mes parents y sont nés et y ont grandi. J'ai toujours eu cette forte envie d'apprendre d'autres langues. Donc j'ai décidé, à la suite de mon baccalauréat, d'aller étudier dans la partie anglophone du Cameroun. Voilà, je suis passée de 2 heures de cours d'anglais par semaine à 7 heures de cours d'anglais tous les jours. Pour s'inscrire à l'université de Buea, il faut avoir un niveau minimum B2, qui est dit opérationnel. Je n'avais pas ce niveau B2 en anglais, bien évidemment, avec 2 heures de cours par semaine dans la partie francophone du pays. J'ai dû me former pendant 3 mois. J'ai suivi des cours d'anglais intensifs au sein de l'université. Et donc, j'ai pu obtenir ce fameux sésame qui m'a permis d'intégrer l'université un petit peu avant les années 2000. C'est loin aujourd'hui, tout ça. Donc, je me suis inscrite à la faculté de droit. Au départ, j'étais très angoissée. J'étais très angoissée parce que j'avais peur des moqueries de mes camarades anglophones. J'avais peur d'avoir de mauvaises notes. J'avais peur du ridicule, en fait. Je ne parlais quasiment jamais en amphi. Et les notes que je prenais ressemblaient à ce qu'on appelait à l'époque des cahiers de morceaux choisis. Vous savez, quand vous écoutez des chansons et que vous les notez, après vous n'entendez pas bien ce que le chanteur dit, il y a des vides dans votre cahier. Et donc c'était à ça que mes notes ressemblaient, c'était assez troublant à l'époque. Et je me suis dit, tu as 2 alternatives. Soit tu abandonnes et tu retournes dans une université, soit à Yaoundé, soit à Douala, soit tu décides de devenir bilingue. Et j'ai opté pour la 2e alternative. J'ai décidé de devenir bilingue. De manière intuitive, je connaissais déjà mon profil d'apprentissage. Je savais que j'étais visuelle parce que j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup regarder des émissions, des vidéos et tout. Et je savais que c'est comme ça que j'apprenais le mieux. C'est comme ça que je stockais de l'information le mieux. Et en tant que juriste, il faut savoir pouvoir stocker de l'information. Et de l'information dans une langue qui vous était jusqu'alors étrangère. Quel était mon objectif? J'avais décidé de valider le LLB en 3 ans comme tout natif, mais j'ai poussé le bouchon un peu loin en me disant « je veux avoir mention bien ». Donc il fallait se mettre au travail.
Je connaissais mon profil d'apprentissage, mais cela de manière intuitive parce que je ne l'avais pas identifié avec les techniques que nous avons aujourd'hui, les tests, etc. Mais je savais que j'étais visuelle parce que j'aimais lire. Tout ce qui était en rapport, tous les manuels en rapport avec le droit anglo-saxon. J'assistais à des mock trials qui sont des simulacres de procès et j'allais aussi à de vrais procès au sein de Boya et même du tribunal de Limbé, dans des tribunaux qui étaient autour de la ville dans laquelle j'étais. Inscrite en faculté de droit, il fallait être en même de comprendre le jargon juridique, de le parler, mais aussi de l'écrire. Résultat, 3 ans. J'ai eu mon diplôme, mon LLB. Mon seul regret, c'est que j'ai eu la mention assez bien et pas la mention bien. Néanmoins, cette mention m'a ouvert les portes des universités anglo-saxonnes à l'étranger. Je suis allée poursuivre mes études en Angleterre et j'ai naturellement suivi le même procédé, c'est-à-dire me concentrer sur mon profil visuel et puis grâce à cela, j'ai pu obtenir mon master degree en droit, c'est-à-dire le LLM. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue. Je suis formatrice en anglais de spécialité, en langue à visée professionnelle. J'accumule une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai commencé en Angleterre, bien évidemment, et aujourd'hui, je suis installée en France. Et en 2016, j'ai créé mon organisme de formation qui s'appelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, qui s'appelle ESP Training, English for Specific Purposes. Et dans cet organisme de formation, j'ai décidé de mettre en place ce programme d'accompagnement qui aide les stagiaires que j'ai à obtenir le sésame dont je vous ai parlé, dont j'avais déjà besoin à l'université pour entrer à l'université de Boya. C'était le niveau B2. Je vous laisse écouter quelques témoignages. Elisabeth a obtenu un score de 175 points au test d'anglais LinguaSkill au bout de 6 mois de cours d'anglais des affaires grâce au programme d'accompagnement. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Bécaud et j'étais assistante de direction à la direction des relations internationales à l'autorité de sûreté nucléaire. J'ai pris des cours d'anglais avec Annick Tienda de l'école ESP Training. C'était des cours d'anglais des affaires et aussi des cours de conversation de la vie quotidienne. Annick est une excellente formatrice. Elle a développé une pédagogie adaptée à ma personnalité, à ma façon d'être et à mes besoins. J'ai beaucoup aimé son enthousiasme, la précision de ses mots, sa grande culture, parce que chaque fois on pouvait développer différents sujets sans problème. Elle a su toujours me guider et m'orienter dans le bon vocabulaire, dans la bonne prononciation. Grâce au travail qu'on a fait ensemble, j'ai pu atteindre le niveau B2 qui est classé dans le cadre européen commun des références des langues. Je vous recommande vivement Annick parce qu'elle saura trouver une bonne réponse à tous les questionnements que vous vous posez pour pratiquer l'anglais et développer cette langue qui est toujours d'actualité. Merci. Noura, Victoire, Sébastien ont tous obtenu un score minimum de 160 points au test d'anglais LinguaSkill au bout de 6 mois de formation avec ESP Training grâce à notre programme d'accompagnement.
Le programme d'accompagnement English for Professionals and Entrepreneurs que je vous présente vous permettra de devenir opérationnel en anglais des affaires en 5 étapes seulement. La première étape consiste à faire un audit. Nous allons identifier votre profil d'apprentissage. Nous allons mettre en place des techniques d'optimisation d'apprentissage qui sont ciblées sur votre profil d'apprentissage. Nous allons déterminer votre niveau initial et le niveau cible en anglais. Nous allons définir vos besoins et nous allons cibler vos blocages. Comment est-ce que nous allons faire cela? Nous allons commencer par identifier votre profil d'apprentissage grâce à un test VAK, un test visuel auditif kinesthésique. Pour ce qui est de déterminer votre niveau d'anglais et les niveaux cibles, nous allons faire un test de niveau en ligne et un entretien téléphonique. Le résultat de cette première étape, c'est que vous saurez si vous êtes visuel, auditif et kinesthésique, quelle technique d'apprentissage vous sied le mieux. Vous saurez quel est votre niveau initial en anglais. Est-ce que vous êtes niveau A1, A2, B1? Quels sont vos points de blocage exactement, puisqu'on les aura ciblés? Et quel est votre niveau cible? De A1 à B1, bien évidemment, ce sera le niveau B2. Mais si vous êtes déjà niveau B2, il va falloir aller au niveau C1. La deuxième étape, on entre là dans le corps de la formation. À cette étape, vous allez apprendre à vous présenter et à présenter votre activité. Cette partie s'appelle « How to introduce yourself ». Cette étape va vous permettre d'acquérir des compétences de base en communication d'affaires. Vous allez être capable de parler de votre parcours et de votre activité professionnelle. Comment? Nous avons mis en place des modules auto-formatifs qui sont accessibles sur une plateforme en ligne. Mais en plus, nous avons des sessions de mise en pratique en masterclass, notamment par ce qu'on appelle des jeux de rôle ou de roleplays. À la fin de cette étape 2, vous aurez acquis les bases de vocabulaire et de grammaire en communication d'affaires, autant à l'oral qu'à l'écrit. Vous saurez vous présenter, vous saurez parler de votre activité professionnelle, de votre carrière, de votre entreprise. L'étape 3 consiste à apprendre à socialiser et à parler en public. Vous allez dans cette étape développer les compétences que vous avez acquises déjà en communication d'affaires. Vous allez être capable de communiquer dans diverses situations avec vos futurs clients. Un accent particulier sera mis sur l'expression orale et la culture anglo-saxonne. À la fin de cette étape, vous pourrez communiquer, dialoguer avec vos partenaires anglo-saxons sur des sujets variés et appropriés. Le résultat de cette étape, c'est que vous serez capable de socialiser, de parler de sujets variés et appropriés avec vos prospects, avec vos clients ou vos partenaires, dans diverses situations comme des colloques, des séminaires, des restaurants. Vous pourrez vous exprimer au cours d'une réunion, en présentiel ou en visioconférence. Dans l'étape 4, vous allez apprendre à négocier et à convaincre. Il s'agit ici d'une montée en compétences. Vous pourrez gagner en confiance en vous et vaincre la peur du regard des autres. Les 3 méthodes sont aussi mises en place ici. Le résultat, c'est que vous serez à cette étape, au niveau 4, déjà opérationnel en anglais des affaires. Vous pourrez avec assurance négocier avec vos partenaires anglo-saxons. Et vous pourrez gagner en confiance. Vous aurez gagné en confiance. L'étape 5, c'est la dernière étape. Nous allons vous préparer à passer le test LinguaSkill. Ce test va vous permettre de valider vos compétences en anglais professionnel. Nous allons vous préparer à obtenir un score minimum de 160 points sur les 180 et plus du test. C'est le test LinguaSkill de Cambridge Assessment. Le résultat de cette étape, c'est que vous aurez un certificat LinguaSkill qui est reconnu sur le plan international et qui est d'une validité de 2 ans. En plus, ce programme d'accompagnement est éligible au financement par le compte personnel de formation, ce qui est valable principalement pour les apprenants français. Bravo! Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin,
je vais vous offrir cette présentation sous forme de livre blanc avec de nombreux bonus. C'est quoi ces bonus? Vous aurez accès au test VAK que nous donnons à nos stagiaires, VAK visuel, auditif, kinesthésique. Vous aurez un tableau dans lequel je vous explique clairement en quoi consistent les niveaux CE-CRL. Vous pourrez vous tester votre niveau d'anglais gratuitement grâce à un lien que je vais vous donner et vous pourrez aussi affiner vos besoins en anglais grâce à un lien aussi que je vais vous donner dans le livre blanc que je vais vous offrir. En plus de cela, je vous offre un audit de 60 minutes avec moi. Cet audit va vous permettre d'implémenter mon programme d'accompagnement. Cet audit est offert pour les 10 premiers entrepreneurs ou professionnels qui m'appellent. Cet audit est normalement payant. Mais j'ai décidé aujourd'hui de le rendre gratuit pour les 10 premiers entrepreneurs et professionnels qui me contactent. Pour participer à ce challenge, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à choisir le créneau qui vous convient le mieux et vous laisser guider. Par contre, ne perdez pas de temps, car je n'offre que les 10 premiers appels. Quant à moi, je vous dis, speak to you soon.